Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Alma. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors, je suis hypnothérapeute karmique et flamme jumelle. Et aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du livre L'ultime voyage de Stanislav Grof. Il y a déjà une vidéo sur Stanislav Grof et son livre sur ma chaîne qui parle du concept du karma et de la réincarnation, où il fait une synthèse des pays et des peuples et à travers l'espace et le temps où l'on trouve ce concept de karma et de réincarnation. Et l'on s'aperçoit que finalement c'est surtout en Europe occidentale et dans les pays musulmans où on ne parle pas de karma et de réincarnation. Je parle de l'Europe occidentale en excluant la Athènes au 5e siècle, puisque jusqu'à Platon, on parle de l'immortalité de l'âme et de son caractère divin. Et vous avez aussi des vidéos sur ma chaîne où je lis des extraits justement de Platon. Alors, sur ma chaîne, on s'occupe de textes et de cas réels, c'est la spécificité de ma chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous lire le cas d'un enfant qui se souvenait des vies antérieures. Alors, Stanislav Grof a administré aux patientes et aux patients en phase terminale de cancer du LSD, ce qui lui conduisait à une transe hypnotique. Il appelle ça les états modifiés de conscience, donc une transe hypnotique ou la respiration holotropique, donc c'est Stanislav Grof qui a inventé cela. Alors, dans le cadre d'une expansion de conscience comme je l'ai fait moi, vous avez une question que vous posez à votre âme et moi je pose des petites questions pour obtenir la réponse. Mais ce que Stanislav Grof faisait, c'était simplement qu'il administrait aux patientes et aux patients en phase terminale de cancer du LSD et l'âme faisait son voyage astral, tout simplement. Mais ici, il parle d'un cas d'enfant qui se souvenait dans la vie présente de sa précédente incarnation. Alors je vais vous lire ce texte qui est page 244 à 249 du livre L'ultime voyage que je vous recommande vraiment chaleureusement. Le cas de Parmod Sharma. Parmod Sharma naquit le 11 octobre 1944 à Bisauli en Inde. Son père était le professeur Bankeberi Lal Sharma, un spécialiste du sanskrit qui enseignait dans une université voisine. Lorsque Parmod avait environ 2 ans et demi, il commença à dire à sa mère d'arrêter de lui préparer ses repas, parce qu'il avait une épouse à Moradabad qui pouvait le faire. Moradabad se trouvait environ à 150 km au nord-ouest de Bisauli. Vers l'âge de 3-4 ans, Parmod commença à évoquer sa vie à Moradabad en détail. Il décrivit plusieurs commerces qu'il avait possédés et où il travaillait avec d'autres membres de sa famille. Il parla plus particulièrement d'une boutique qui portait le nom de Mohan Brothers et qui était exploitée par la famille Mehra. On y fabriquait et on y vendait des biscuits et de l'eau gazeuse. Il répétait qu'il était l'un des frères Mehra et qu'il avait aussi commerce à Charanpur, une ville à environ 150 km au nord de Moradabad. Au lieu d'aller jouer avec les autres enfants à Bisauli, Parmod restait tout seul à la maison, à construire des maquettes de boutiques dont il prévoyait même le système électrique. Il aimait surtout faire des biscuits de boue qu'il servait à sa famille avec de l'eau gazeuse ou du thé. À cette époque, il donnait beaucoup de détails sur sa boutique, sa taille et le lieu où elle se trouvait, à Moradabad, ce qu'on y vendait, et ses propres activités dans ce cadre, comme son voyage d'affaires à New Delhi. Il se plaignait même à ses parents de la situation financière plus modeste de leur foyer par comparaison avec le niveau de vie qu'il avait quand il était un commerçant prospère. Parmod détestait le lait caillé, chose assez inhabituelle chez un enfant indien, et un jour, il alla même jusqu'à conseiller à son père
de ne pas en manger, lui disant que c'était dangereux. Parmod expliqua que dans sa précédente vie, il était tombé gravement malade après avoir mangé trop de lait caillé. Il détestait également être immergé dans l'eau, chose sans doute liée au fait que, dans sa vie antérieure à ses dires, il était mort dans une baignoire. Parmod disait avoir été marié et eu 5 enfants, 4 fils et une fille. Il avait très envie de revoir sa famille et suppliait souvent ses parents de l'emmener à Moradabad pour leur rendre visite. Sa famille refusait toujours, même si sa mère le persuada de commencer l'école en échange de la promesse de l'emmener à Moradabad une fois qu'il saurait lire. Les parents de Parmod ne cherchèrent jamais à vérifier les affirmations de leur fils, sans doute en raison de la croyance indienne selon laquelle les enfants qui se souviennent de leur vie antérieure meurent jeunes. Toutefois, les déclarations de Parmod finirent par arriver aux oreilles d'une famille Mehra à Moradabad, dont la situation cadrait avec un grand nombre de détails de l'histoire de Parmod. Les frères de cette famille possédaient plusieurs commerces dans cette ville, dont une boutique de biscuits et d'eau gazeuse appelée Mohan Brothers. C'est le frère aîné, Mohan Mehra, qui avait donné son nom à cette boutique, qui s'appelait à l'origine Mohan & Brothers, puis en raccourci Mohan Brothers. Cette boutique avait été lancée et dirigée par Parmanand Mehra jusqu'à sa mort prématurée, le 9 mai 1943, 18 mois avant la naissance de Parmod. Donc si vous suivez bien, Parmod se souvenait d'une vie, d'une incarnation qui précédait de 18 mois sa naissance, donc 1 an et demi avant sa naissance. Il s'est réincarné 1 an et demi après sa mort comme Parmanand. Alors comment est-il mort? Lors d'un mariage, Parmanand s'était gavé de lait caillé, l'un de ses aliments favoris, à la suite de quoi il avait développé une maladie gastro-intestinale chronique, suivie plus tard d'une appendicite et d'une péritonite dont il mourut. 2 ou 3 jours avant sa mort, il avait, contre l'avis de sa famille, insisté pour manger encore une fois du lait caillé, en disant qu'il n'en aurait peut-être plus jamais l'occasion. Parmanand tenait son ingestion excessive de cet aliment pour responsable de sa maladie et de sa mort. Lors de son appendicite, il avait essayé une série de traitements par bain naturothérapeutiques. Bien qu'il ne soit pas mort dans sa baignoire, il avait pris un bain juste avant de mourir. Parmanand laissait une veuve et 5 enfants, 4 garçons et une fille. Alors, jusqu'ici, tout ce que dit l'enfant Parmad cadre avec son incarnation précédente. L'été 1945, la famille Mehra décida de faire un voyage à Bisauli pour rencontrer Parmod, qui n'avait pas encore 5 ans. Donc c'est la famille de sa précédente incarnation qui décide d'aller voir cet enfant. Mais lorsqu'ils arrivèrent, Parmod n'était pas là. Ils ne se rencontrèrent donc pas. Donc il y a une première tentative à l'issue de la famille qui possède la boutique de rencontrer l'enfant, mais ils ne le rencontrent pas. Peu de temps après, cependant, le père de Parmod emmena son fils à Moradabad pour vérifier directement ses souvenirs si insistants. Parmi les gens venus accueillir Parmod à la gare figurait le cousin de Parmanand, Shri Karam Chand Mehra, qui avait été assez proche de lui. Parmod se jeta à son cou, les larmes aux yeux, tout en l'appelant grand frère et en lui disant « Je suis Paramand ». Parmod n'avait jamais utilisé le nom de Paramand auparavant. Les Indiens appellent souvent leurs cousins frères s'ils ont une relation proche avec eux, ce qui avait été le cas de Parmanand et Karam. L'intensité et l'authenticité des émotions que cette réunion provoqua semblaient assez significatives en elles-mêmes. Elles constituaient une preuve au moins aussi importante que la vérification et la corroboration d'événements et d'objets extérieurs. Donc première preuve, il reconnaît son cousin, il l'appelle par son prénom et l'émotion est très puissante. Deuxième preuve, Parmod entreprit ensuite de trouver son chemin lui-même jusqu'à la boutique des Mohan Brothers.
et donna des indications au chauffeur pour y parvenir depuis la gare. Donc, il a 5 ans, l'enfant. Il est dans une ville qu'il ne connaît a priori pas, puisqu'elle est à 150 km de la ville où il vit. En entrant dans la boutique, il se plaignait qu'on avait remplacé son siège. En Inde, la coutume veut que le propriétaire de la boutique ait son propre siège, un gadi, situé près de l'entrée de la boutique, d'où il peut accueillir les clients et diriger son commerce. Or, on avait effectivement déplacé le gadi de Parmanand quelque temps après sa mort. Une fois entré dans la boutique, Parmod demanda qui s'occupait de l'usine d'eau gazeuse et de la boulangerie. C'était autrefois la responsabilité de Parmanand. Pour tester Parmod, on avait secrètement mis hors d'état la machine sophistiquée qui fabriquait l'eau gazeuse. Mais quand on la lui montra, Parmod sut exactement comment la faire fonctionner. Sans l'aide de personne, il trouva la durite déconnectée et donna des instructions pour faire réparer la machine. Donc c'est l'enfant de 5 ans qui explique comment faire réparer la machine. Plus tard, dans la maison de Parmanand, Parmod reconnut la chambre où il avait dormi et fit une remarque à propos d'un paravent qui, comme il l'observa très justement, était absent à l'époque de Parmanand. Il identifia aussi une armoire où Parmanand conservait ses affaires, ainsi qu'une table basse qui lui avait également appartenu. « C'est la table où je prenais mes repas, dit-il. Lorsque la mère de Parmanand entra dans la chambre, il la reconnut immédiatement comme sa mère, avant que quiconque ait dit un mot. Il reconnut également la femme de Parmanand et se comporta avec quelque embarras devant elle. Après tout, c'était une adulte et lui, un enfant de 5 ans, même s'il avait au moins certains des sentiments d'un mari d'adulte. Lorsqu'ils firent seuls, il lui fit remarquer « Je suis venu, mais tu n'as pas mis le bindi », faisant référence au point rouge que les épouses indiennes portent au milieu du front. Il lui reprocha aussi de porter un sari blanc de veuve au lieu du sari coloré porté par les épouses. Parmod reconnut aussi la fille de Parmanand et celui de ses fils qui était à la maison lorsqu'il arriva. Lorsque le fils, le plus jeune de Parmanand, rentra plus tard de l'école, Parmod l'identifia et l'appela par son surnom, Gordhan. Dans leur conversation, Parmod ne permettait pas que Gordhan, plus âgé que lui, s'adresse à lui par son prénom, insistant pour qu'il l'appelle père. « Je suis juste devenu petit », précisa-t-il. Lors de cette visite, Parmod identifia aussi correctement l'un des frères de Parmanand et un de ses neveux. Parmod faisait également preuve d'une connaissance étonnante d'autres détails de la vie de Parmanand. Lorsqu'ils firent le tour de l'hôtel de la Victoire que les frères Mehra possédaient à Moradabad, Parmand commenta les nouveaux abris qui avaient été construits sur la propriété. La famille Mehra confirma qu'ils avaient en effet été ajoutés après la mort de Parmanand. En entrant dans l'hôtel, Parmod désigna une armoire et dit « Ce sont les almiras que j'avais construits dans la maison Churchill. » La maison Churchill était le nom du deuxième hôtel que les frères Mehra possédaient à Chalanpur, une ville à environ 150 km au nord de Moradabad. Peu après la mort de Parmanand, la famille avait en effet décidé de mettre dans l'hôtel Victoire les armoires que Parmanand avait construites pour la maison Churchill. Lors d'une visite à Chalanpur cet automne-là, Parmod identifia spontanément un docteur que connaissait Parmanand dans cette ville. « C'est un docteur et un vieil ami à moi, dit-il. Au cours de cette visite, il reconnut également un homme du nom de Yasmine, qui, insista-t-il, devait de l'argent à Parmanand. « Je n'ai pas récupéré mon argent, dit-il. Au début, Yasmine refusa d'admettre ce prêt, mais après avoir été rassuré quant au fait que la famille Mehra n'allait pas le presser de rendre l'argent, il reconnut que Parmod avait raison à propos de cette dette. Voici la fin de l'extrait. Et maintenant, Stanislav Grof, après avoir terminé la narration, reprend son analyse. Pourquoi ces enfants se souviennent-ils de leur vie précédente ? D'après Stevenson,
les circonstances spécifiques du décès jouent un rôle clé, particulièrement celles où un choc, je cite, peut probablement ouvrir une brèche à travers l'amnésie. Fin de citation. C'est cohérent avec le fait que les souvenirs les plus vifs concernent généralement les événements qui précèdent immédiatement la mort et qui y aboutissent. Stevenson fait remarquer que ces enfants sont incapables de dire quoi que ce soit des événements survenus après leur mort dans le cadre où se déroulait la vie de leur personnalité précédente. C'est là un facteur important pour déterminer s'ils reconstruisent inconsciemment les détails de cette vie par lecture télépathique de l'esprit des personnes qui connaissent le défunt ou s'ils possèdent ces détails sous la forme de souvenirs authentiques. Alors, petite parenthèse, ici, l'enfant, qui est donc dans cette incarnation précédente et n'a pas d'état modifié de conscience, ne peut pas accéder à toutes les informations. C'est déjà énorme qu'il ait tout ça. Et donc, ce que le texte nous dit, c'est qu'ils ne reconstruisent pas par lecture télépathique des personnes qui connaissaient le défunt, mais bien qu'ils ont une réminiscence, c'est-à-dire une mémoire qui leur revient. En revanche, dans le cadre d'une régression karmique, votre âme est en état de conscience expansé, étendu, et elle peut absolument avoir toutes les informations. Ce n'est pas la même chose qu'ici, avec l'enfant qui n'est pas en état modifié de conscience. Alors, je reviens au texte. Le livre en 2 volumes intitulé Reincarnation and Biology, A Contribution to the Etiology of Birthmarks and Body Defects, Réincarnation et biologie, un apport à l'étiologie des taches et défauts de naissance, Stevenson 1997, contient sans doute les preuves les plus convaincantes à l'appui de l'hypothèse de la réincarnation. Sur 2265 pages en petits caractères illustrés par des diagrammes, des photographies et des rapports d'autopsie, Stevenson présente ces données biologiques uniques à l'appui de l'hypothèse de la réincarnation. Il montre que 35% des enfants qui se souviennent de leur vie antérieure ont des taches de naissance, des anomalies physiques ou de rares défauts de naissance qui correspondent à une blessure, souvent fatale, donc ayant entraîné la mort, ou à une cicatrice dans le corps de la personne décédée que l'enfant se souvient d'avoir été. Stevenson a entrepris une étude méticuleuse de 210 de ces enfants. Il parvint à obtenir des documents médicaux, généralement un rapport post-mortem pour 49% d'entre eux. Dans le cas où le défunt avait été identifié, il trouva une correspondance étroite entre les taches de naissance et ou les défauts présents sur l'enfant d'une part et les blessures de la personne défunte d'autre part. Après un travail aussi méticuleux et documenté, il devint beaucoup plus difficile pour les détracteurs de Stevenson de mettre en doute la réalité de ce phénomène. Il est important de signaler que les cas de Stevenson ne sont pas seulement issus de cultures dites, entre guillemets, primitives ou exotiques, qui possèdent déjà une croyance a priori en la réincarnation, mais qu'ils proviennent également de pays occidentaux tels que le Royaume-Uni et les États-Unis. Sa recherche est extrêmement rigoureuse et a fait l'objet de nombreuses marques d'estime. En 1977, le Journal of Nervous and Mental Diseases, donc une revue scientifique, a réservé presque tout un numéro à ce sujet. Plus récemment, le travail de Stevenson a été passé en revue dans le Journal of the American Medical Association 2004. Alors je me permets une petite remarque. Quand un article scientifique va dans une revue, il est évalué par les pairs, c'est-à-dire par d'autres scientifiques, et si le travail et la méthodologie sont estimés de qualité suffisante, alors on les publie. Les revues scientifiques ne sont pas comme des livres où n'importe qui peut publier à condition de trouver un éditeur ou même sans en trouver en faisant une publication personnelle. Ce sont vraiment, quand des articles sont acceptés dans des revues scientifiques, c'est qu'ils sont validés de manière scientifique.
Donc ce n'est pas quelque chose d'anecdotique ou une fiction ou quelque chose comme ça. C'est ainsi que se construit la science. C'est en faisant des publications scientifiques. Donc tous les chercheurs qui sont très connus se sont fait connaître par leurs articles. Voilà les amis, cette capsule touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura amusé également parce que c'est très impressionnant de voir cet enfant de 5 ans qui se souvient d'autant de détails de sa vie. Voilà, j'espère que vous pourrez toujours vous appuyer sur de tels exemples pour mieux comprendre la conscience et l'âme. Je pense que c'est très important quand on est dans un parcours de flamme jumelle et tout simplement quand on est dans un parcours d'éveil spirituel, de comprendre le fonctionnement de la conscience. Je vous remercie pour votre fidélité, je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter sur flamme.jumelle.guérison sans accent @gmail.com pour mes activités de thérapeute, donc thérapie karmique, expansion de conscience, hypnose régressive, etc. Les consultations flammes jumelles pour les consultations de conseils, etc. Les ateliers de flammes jumelles hebdomadaires et ainsi que les stages de flammes jumelles que j'organise dans la forêt pendant une semaine. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci!